Bonsoir. Nous sommes très touchés de vous voir très nombreux parce qu'il est tard. Et donc, c'est un grand plaisir d'être là ici ce soir. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le maire et surtout Madame Boulestin, qui a été notre interlocuteur principal, je crois, auprès de Monsieur le maire, pour permettre à cette exposition d'exister. Et puis surtout à Hubert de Blomac, que vous connaissez, qui vous organise chaque année, je crois, une très belle exposition. Je remercie aussi tout particulièrement l'équipe culturelle et l'équipe de communication et vidéo de la ville qui ont été d'un secours très précieux tout au long de cette exposition. La ville de Nogent-sur-Seine qui a prêté 12 sculptures de Camille Claudel et sans qui l'expo n'aurait pas eu lieu. Et je salue la présence ce soir d'un des membres de l'association Camille Claudel de Nogent-sur-Seine qui vous lira tout à l'heure un texte sur le projet que la ville a sur la maison Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, mais que vous avez peut-être déjà lu dans le catalogue. Je voudrais aussi surtout remercier la bibliothèque médiathèque qui nous accueille ici ce soir et demain. Et puis, bien sûr, Evelyne Artaud et moi, nous sommes très, très heureuses. Evelyne Artaud va animer demain l'après-midi et moi ce soir, mais nous pouvons... j'espère que, Evelyne, tu diras quelques mots tout à l'heure. Je voulais aussi remercier Jean-Michel Ponty, qui, comme vous savez, était le scénographe de l'exposition. Et plus particulièrement, tous les intervenants qui, ce soir et demain, vont essayer de donner un éclairage différent sur Camille Claudel, que ce ne soit pas la vieille œuvre, vous la connaissez, on la connaît par les romans, le cinéma, tout ce qui a été produit sur Camille Claudel depuis 30 ans. Mais approfondir certains aspects de l'œuvre et certains aspects de la vie, de l'époque, de l'histoire, c'est la raison même de ces deux rencontres, ce soir et demain. Je me permets tout simplement de rappeler, et bien sûr, je suis très heureuse que François Claudel nous fasse l'amitié ce soir d'être un des intervenants spécialistes et lui-même en tant que témoin de la famille Claudel. Je vous rappelle tout simplement que, et j'aime à le rappeler, mes amis le savent, qu'il y a 30 ans, strictement personne ne parlait de Camille Claudel. Et François Claudel peut en témoigner, en parlera tout à l'heure. Strictement personne ne parlait de Camille Claudel, sauf une personne, un historien, qui travaillait depuis 12 ans dans l'ombre sur les archives prêtées par la famille Claudel, qui voulait faire la vérité sur toute cette histoire. Et cet historien s'appelait Jacques Cassard. Et Jacques Cassard, j'ai mis beaucoup d'années avant de pouvoir publier son dossier Camille Claudel, que vous pourrez voir ici présent. Et je rappelle que lorsque nous avons travaillé il y a 30 ans, Anne Delbé et moi-même, sur la première pièce de théâtre qui a réveillé, redonné vie à Camille Claudel, je rappelle que c'est peut-être la fonction du théâtre, de réveiller les consciences et de redonner vie à des personnages et à faire réfléchir sur une œuvre. Il est très important aujourd'hui que cette expo puisse venir à Limoges parce que après toutes les très belles expos que Reine-Marie Paris, une des petites filles de Paul Claudel, en ayant rassemblé toute la collection, a fait tourner en France et dans plusieurs pays du monde, il est très important que la ville de Nogent-sur-Seine ait acheté l'ensemble de la collection et nous ait permis de mettre en face des œuvres de Camille Claudel, de 12 œuvres de Camille Claudel, des sculptures modernes et contemporaines. Et Evelyne Artaud vous parlera plus longuement des raisons pour lesquelles elle a fait appel à certains artistes, aux artistes présents dans l'exposition. Je rappelle donc qu'il y a 30 ans, comme je vous disais, personne ne parlait de Camille Claudel, et les œuvres étaient dans les musées, dans les réserves des musées, ou dans les... Reine-Marie Paris a retrouvé des œuvres dans les brocantes, ça ne valait rien à l'époque, il y a seulement 30 ans. C'est un petit clin d'œil à la situation d'une artiste qui a été occultée très longtemps dans l'histoire et que les historiens d'art, dans les encyclopédies, faisaient mourir en 1920 au lieu de 1943. Toutes ces choses sont rétablies aujourd'hui. La très belle exposition qui a eu lieu au musée Rodin a rassemblé une foule considérable. Et donc, il est très important maintenant
enfin pour moi-même, comme pour, je crois, Yveline Artaud, de faire sortir Camille Claudel, d'éviter de la mettre maintenant sur un piédestal au point qu'on ne la compare à personne. Comme si elle n'avait pas eu de prédécesseur, comme s'il n'y avait pas de femme sculpteur après elle. Donc, je crois que l'exposition de Limoges permet de rétablir cette éventuelle, non pas erreur, mais cette possibilité de mettre Camille Claudel sur un piédestal tel qu'elle soit inatteignable, alors que la trajectoire de Camille Claudel pose de vraies questions aux artistes encore aujourd'hui, aux femmes d'une manière plus générale, à la société tout simplement. Voilà, je ne voudrais pas être plus longue. Je vais présenter mes intervenants. Alors tout d'abord, Silke Schauder va intervenir, ou Daniel Arnoux, qu'est-ce que... Silke Silke Schauder, qui, vous avez pu lire dans les programmes toute la présentation de chacun des intervenants. Donc, Silke Schauder, je dois la remercier tout particulièrement parce qu'il y a 3 ans, elle a organisé le premier colloque international sur Camille Claudel et sur son œuvre au centre culturel bien connu de Cerisy-la-Salle en Normandie, qui a rassemblé 27 intervenants et dont les actes du colloque ont été regroupés et édités par les éditions L'Harmattan et son livre ici présent. Voilà. Et donc, dans les 27 intervenants, beaucoup de ceux qui sont ici ce soir et demain sont présents ici à Limoges. J'aurais bien aimé qu'on en invite plus, mais deux séances, on est obligé de limiter. Et vous aurez le très grand plaisir, donc, par Silke Schauder, d'être introduit dans une réflexion autour des rapports de l'art et de la folie, qui est une des grandes spécialités de Silke Schauder, qui a beaucoup écrit sur ce thème en particulier, puisqu'elle-même est spécialiste et professeure de psychopathologie clinique. Vous aurez ensuite Daniel Arnoux, qui est psychanalyste et qui a écrit un magnifique livre, L'ironie du sacrifice, publié en 2000, c'est ça Daniel ? 2001. Et qui avait obtenu un des plus grands prix octroyés par les psychanalystes, qui est le prix Oedipe, qui est très important. Et donc, quand on sait la valeur et la difficulté d'avoir ce prix, on peut mesurer l'extraordinaire intérêt de ce livre. Donc, si Daniel Arnoux interviendra plus sur la période 1905 où Camille Claudel reçoit une commande d'État et est confrontée donc à l'échec de cette commande. Et elle essaiera d'analyser le pourquoi de cet échec. Quand François Claudel ensuite fera donc un témoignage. Gérard d'abord. Non, Gérard ? Moi, je parle en dernier. Bon. Non, mais comme vous voulez. Gérard Boutet interviendra. Gérard Boutet a monté plusieurs expos Camille Claudel déjà en France avec un très grand succès. Lui-même a longtemps été professeur d'art plastique. Il a écrit un magnifique livre, ce Camille Claudel, le miroir et la nuit. Et il interviendra, lui plus particulièrement, et préparera donc l'intervention de demain sur l'espace, l'ombre et la lumière chez Camille Claudel. Ah oui, ça change. Excusez-moi, ça a changé. Excusez-moi. Excusez-moi. C'était le premier sujet, ça a changé entre-temps. La marque du féminin, non, ça a rechangé encore. Non, ça n'a jamais changé. C'est du féminin et du masculin dans l'art. Voilà. Du féminin et du masculin dans l'art. Point d'interrogation. Oui, j'avais gardé la marque du féminin. Oui, d'accord. Bon, je me permettrai une toute petite intervention sur un sujet de recherche que je poursuis actuellement, pour finir, et ensuite je donnerai la parole à François Claudel pour terminer et apporter son témoignage personnel. Voilà. Et la parole sera à la salle, bien sûr, et c'est très important que nous ayons le retour de toutes ces réflexions par vos questions. Elles sont essentielles pour nous, pour faire avancer la réflexion et la recherche. Evelyne, tu veux dire quelques mots ou tu veux dire quelques mots? Demain? Bon, voilà. Bonne soirée et à tout à l'heure pour vos questions. Merci. Voilà, alors Silke, tu prends...
Oui, merci Jeanne, merci Evelyne de cette formidable initiative et de cette très belle exposition. Aussi de nous offrir le plaisir de nouveau de nous réunir pour débattre et parler de Camille Claudel. C'est vraiment c'est un très grand bonheur pour moi, bien sûr, d'être là. Et merci aussi à la ville de Limoges qui s'est autant investie, autant impliquée pour tous nous réunir, pour partager avec vous la passion de et pour Camille Claudel. Alors, pour un petit peu situer mon propos, je m'excuse à l'avance, j'avais initialement préparé un PowerPoint, mais pour des raisons obscures, un peu Camille claudelienne, il ne fonctionne pas, donc je fais appel à votre... Non, il ne fonctionne pas. Je fais appel à votre connaissance interne de l'œuvre, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'on peut très bien aussi se baser sur les souvenirs que chacun a des ouvrages. Mais tout à l'heure, on va peut-être faire une petite pause technique pour que Gérard puisse lancer le sien. Pour moi, c'est pas dramatique, parce que voilà, mais à un moment donné, il faut quand même que les images puissent arriver. Alors, pourquoi ouvrir cette table ronde sur la question de la folie ? Je pense que c'est important de le resituer dans le débat au moment où j'ai présenté donc mon projet du colloque international sur Camille Claudel. Je me suis fait reprendre assez vertement par plusieurs conservateurs donc de musées, collectionneurs et autres, qui ont dit oui, mais c'est pas possible. Si on parle de la folie, ça masque l'œuvre, c'est pas l'essentiel, c'est pas important. Et il y avait toute une mouvance comme quoi on devait taire la folie de Camille, comme si c'était honteux. On devait taire le fait qu'elle ait quand même passé 30 ans internée à Montevergue. Et je trouve que c'est très important, justement, en ouverture, alors qu'on va aborder après plusieurs questions esthétiques, artistiques et autres, de quand même reposer cette question-là. Et si je vous la pose donc avec vous dans le débat, c'est pas du tout pour noircir l'image de Camille. Il n'y a pas lieu, parce qu'elle est lumineuse. L'art qu'elle a produit pour nous, pour le plus grand bonheur de nous tous, rayonne à la fois de lumière et d'ombre. Et en même temps, à mon sens, on ne peut pas séparer l'artiste de l'œuvre, on ne peut pas séparer la vie de l'œuvre et faire comme si justement il n'y ait pas eu toute cette souffrance extrêmement importante qui, au début de sa trajectoire artistique, a été un moteur formidable pour après finalement devenir un piège dans lequel elle s'est enlisée de plus en plus et où il y a comme un jeu de vase communicant entre sa créativité, cette extraordinaire capacité de sublimer ses pulsions, d'exprimer des conflits, de visualiser tout un ensemble de réflexions sur la féminité, la sexualité, le lien, la passion, pour après finalement basculer du côté de la folie non productrice qui finalement l'a fait se taire pendant les 30 ans à Montevergue. Donc tout ça pour dire que je crois que c'est très important qu'on se libère des idées reçues par rapport au fait que, bien entendu, Camille Claudel n'a pas créé parce qu'elle a été folle. C'est aussi un peu des idées reçues à déconstruire autour de la question du génie dans l'art qui, soi-disant, doit toujours être maudit, doit toujours se nourrir comme ça de toute une souffrance tout à fait intense. C'est important qu'on puisse déconstruire ces différents préjugés pour dégager plus un regard neuf, un regard libre sur ce qui s'est passé réellement dans la trajectoire de Camille. Voilà, une fois posés ces éléments d'introduction, je souligne donc depuis le travail fondateur de Jacques Cassard, auquel nous avons consacré également en 2006 un colloque d'hommage, puisqu'il était bien le premier à avoir formalisé l'ensemble des réflexions et recherches autour de Camille Claudel. Et donc ça nous a semblé très important de lui rendre hommage en 2006. De nombreux psychanalystes se sont intéressés à la trajectoire heurtée de Camille Claudel. On ne peut pas faire abstraction de sa vie. Je pense que c'est vraiment l'artiste femme qui mobilise le plus de réflexions autour de cet aspect-là. Il y a d'autres cas extrêmement forts dans la réflexion de l'histoire de l'art, comme Vincent van Gogh, Goya et autres. Mais Camille Claudel, je crois c'est en ceci qu'elle nous fascine autant, réunit vraiment dans sa trajectoire de vie plusieurs éléments qui ressemblent comme à une tragédie grecque et qui finalement mobilisent de manière extrêmement forte nos propres émotions, nos propres réflexions sur qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la passion, c'est quoi une rupture, c'est quoi le naufrage d'une vie.
et elle condense tout cela dans quelque chose qui est proprement tragique et qui, bien sûr, du coup, nous implique nous-mêmes très, très fortement. Alors, il faut vraiment être très, très prudent dans cette étude des liens entre création et folie pour ne pas tomber dans le piège des raccourcis, pour systématiquement avoir une approche très, très fine, très, très précise. Parmi les différents psychanalystes qui ont travaillé sur elle, je cite donc Lessana, Daniel Arnoux qui nous fait le plaisir d'être là, Dravet, Julien Corcos, et parmi les psychiatres, Fabre-Pellerin, Lermite et Alilaire, dont je vais très brièvement retracer les aspects respectifs. Donc, dans son livre Entre mère et fille, un ravage, Marie-Magdeleine Lessana avait posé un lien pathogène entre Louise Athanaïs et Camille Claudel, qui auraient tenté d'échapper à l'emprise maternelle par l'œuvre, puis par la folie. Daniel Arnoux, dans son livre L'ironique sacrifice, propose une analyse fine, bien documentée et complète de l'œuvre et de la vie de Camille Claudel, en l'articulant notamment à la notion de sacrifice, élément clé dans l'œuvre de son frère Paul. Dominique Dravet, quant à elle, s'intéresse à la dimension transgénérationnelle de la transmission du traumatisme chez Camille Claudel. Puisqu'on part de la vie, quand on fait une lecture transgénérationnelle, c'est-à-dire sur plusieurs générations, que tout un ensemble de traumatismes est extrêmement désorganisateur, extrêmement violent, ont désorganisé la vie psychique d'abord de la mère et ensuite donc de Camille, qui se sont trouvés dans une emprise de plus en plus aliénante, encore renforcée par le fait que Camille était enfant de remplaçant. Donc, je vous laisse faire les réglages, mais peut-être sans interférer trop avec ce que je dis, parce que moi je cède sur le mien, c'est pas grave. On le verra, oui, on le verra tout à l'heure pour Gérard, parce qu'autrement ça déconcentre trop. Alors, pour en fait, il y a vraiment cette hypothèse très forte d'un clivage dans le psychisme maternel dont auraient hérité les enfants, chacun à sa manière, et s'appropriant cet héritage différemment, à travers donc de l'impensé, à travers des traumatismes qui font en fait retour dans le psychisme familial, dont notamment la perte par suicide ou en tout cas par mort inexpliquée du frère de la mère, et après donc la perte tragique de son premier enfant qui aurait contribué à ce que Camille avait un statut donc d'enfant de remplacement venant à la place du premier enfant mort qui de surcroît était un petit garçon. La plupart des chercheurs, psychanalystes, cliniciens et autres s'accordent sur le fait qu'effectivement Camille portait ce prénom bisexuel qui à la fois l'inscrivait du côté d'un garçon et du côté d'une fille, et que par rapport à son engagement dans un métier éminemment masculin, la sculpture n'étant absolument pas ouverte à l'époque pour les femmes, qui n'avaient même pas accès aux beaux-arts à ce moment-là, lui permettait de renégocier vraiment quelque chose de toute cette donne familiale qui en même temps ne doit pas non plus être comprise comme un déterminisme totalement arrêté, figé, mais en tout cas des éléments clés qui ont contribué à sa structuration identitaire. Alors, Lermite et Alilaire et Fabre-Pellerin, quant à eux, ont approché Camille plus sous l'angle de la psychiatrie, en regroupant notamment les différents éléments psychopathologiques en vue d'un diagnostic différentiel. Ils optent in fine pour une psychose et un délire paranoïaque. Parmi les facteurs déclenchants, les psychiatres notent les événements de vie, les traumatismes psychiques, les conflits interpersonnels et les traits de caractère de Camille. Donc enfin, ils mettent en perspective les soins dont Camille aurait pu bénéficier de nos temps, parce que c'est sûr que les soins n'étaient pas tout à fait les mêmes au moment de son internement, donc en 1913. Aujourd'hui, il aurait pu accéder à une thérapie individuelle et familiale, une médication psychopharmacologique, une aide par des services sociaux et autres, pour finalement lui permettre de maintenir cet équilibre extrêmement fragile qui était le sien entre son activité artistique et toute une difficulté à élaborer les traumatismes qui étaient à la fois des traumatismes familiaux et aussi des traumatismes personnels que je vais détailler plus par la suite. Alors, si on approfondit un petit peu toute cette charge vraiment très importante qui était en même temps aussi le matériau artistique de Camille au début, on constate que les hypothèses sont extrêmement diverses et il faut vraiment se méfier d'une seule explication. Il faut vraiment
maintenir ouvert à l'esprit tout un ensemble de lectures variées, tout un faisceau de causes, pour ne pas être dans une approche réductrice. Il n'y a pas une seule cause, on ne peut pas dire c'est la faute de la mère, c'est la faute de Rodin et ainsi de suite. Là, c'est un débat qui est totalement stérile. On ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit, mais on cherche vraiment à comprendre l'ensemble des éléments qui à la fois ont participé à l'éclosion artistique tout à fait exceptionnelle de Camille et qui par la suite aussi ont contribué à la précipiter dans la folie. Parmi les différentes causes, il faut en exclure aucune. Il faut parler aussi bien des causes matérielles, c'est-à-dire le manque d'argent et de confort, les conditions de vie extrêmement pénibles qui étaient les siennes, l'absence ou la rareté de commandes, la dureté du métier de sculpteur et en même temps l'exacerbation de la conscience professionnelle qu'avait Camille. Quand on étudie les lettres, où je ne peux que vous inviter à les lire, à les regarder pour mieux connaître son œuvre de l'intérieur, pour mieux connaître aussi son positionnement en tant qu'artiste, on se rend compte qu'elle avait une exigence et une intransigeance absolument extraordinaire qui, bien évidemment, lui donnait une éthique professionnelle très forte, mais qui, en même temps, lui ont causé des difficultés innombrables pour travailler. En contraste, on voit que, par exemple, quelqu'un comme Rodin, lui, avait déjà compris que l'ère moderne passe, en fait, par une sorte d'entreprise. Il entretenait 6 ateliers en parallèle, il embauchait 60 praticiens. C'était une sorte de PME, excusez-moi l'expression, c'est pas du tout pour critiquer Rodin, mais c'est pour montrer que lui était un vrai entrepreneur qui mettait au service un très grand nombre de praticiens pour travailler avec lui sur ses œuvres, alors que Camille ne cédait jamais rien. C'est-à-dire elle faisait tout par elle-même. C'est par la suite, pour le Persée et la Gorgone en marbre, qu'effectivement elle a eu donc l'aide d'un praticien Pompon, qu'elle a très mal supporté parce qu'elle était artiste tellement à part entière qu'elle voulait vraiment réaliser l'œuvre sans du tout sous-traiter, si j'ose dire, ou alors avoir recours à des praticiens des aides. Donc il faut après vraiment se rendre compte de ça, de cet épuisement physique extrêmement fort et important la concernant, et en même temps donc le refus de vraiment travailler en équipe, et aussi, juste à titre d'anecdote, le fait qu'elle ait mis au point une technique de polissage du marbre et de l'onyx très très particulier à l'os de mouton. Donc vous imaginez les os de mouton avec lesquels elle travaillait pour polisser après l'œuvre, ce qui donnait donc un temps de finition énorme pour vraiment polir la surface, où on peut se poser la question, est-ce que c'est un sacrifice expiatoire? Est-ce que c'est une méditation mélancolique? Est-ce que c'est une usurpation de cette surface ou une répétition mortifère toujours du même geste? En tout cas, elle passe un temps absolument considérable sur ces finitions qui en même temps apportent une lumière aux sculptures de Camille qui ne sont qu'à elle. Je veux dire, on ne trouve pas cet éclat dans d'autres sculptures de marbre, puisqu'elle a vraiment développé des techniques qui lui appartiennent et où en même temps on regrette qu'elle n'ait pas eu justement des élèves pour être dans une vraie transmission. C'est en cela que Camille, dans cet isolement qui quand même en grande partie était favorisé par son caractère très intransigeant et par la suite de plus en plus aussi par la maladie qu'il a gagnée, on n'a pas de transmission véritable alors qu'elle avait des demandes en fait de jeunes sculpteurs qui auraient aimé venir dans son atelier, mais elle était vraiment dans quelque chose de beaucoup trop clos en fait sur elle-même pour pouvoir là aussi ouvrir son savoir-faire dans un véritable atelier. Alors pour continuer et ne pas être trop long, parmi les différentes causes plus spécifiquement psychologiques, on a donc effectivement noté les conflits avec les parents, surtout la mère, où sans doute tout à l'heure François nous fera un témoignage par rapport à cette fameuse mère aussi décrite par Paul comme non aimante, qui n'embrassait jamais ses enfants, qui semblait elle-même figée dans un deuil impossible par rapport à la perte donc de son premier bébé, et puis aussi pris en fait dans un deuil impossible de sa propre mère, orpheline de mère à 3 ans,
et où on a le sentiment que tout ce qui relève d'une tendresse, de l'amour, d'un partage, semble avoir été très douloureusement empêché, et où en même temps, Paul va apporter une réponse à cette mère manquante d'une manière totalement extraordinaire à travers sa conversion religieuse, où là il dit que dans la figure de la Vierge Marie, il a retrouvé enfin cet amour maternel qui lui a tant manqué. Donc tout ça, c'est que des pistes. Je souligne bien que je ne ferme pas le débat, c'est différentes possibilités à évoquer. Il y a bien évidemment la passion amoureuse destructrice pour Rodin. Là aussi, c'est très important de ne pas tomber dans les ornières du genre Rodin, c'était vraiment un ogre, c'est terrible, c'est lui qui l'a détruit. Tout ça, c'est des images d'Épinal qui, en fait, simplifient trop la situation. Il faut quand même savoir que Rodin, tout au long de sa vie jusqu'à sa mort, a vraiment continué à soutenir Camille Claudel, qu'il a rejeté sur fond de cette rupture qui était une mesure de survie à la fois pour elle et pour lui, mais où en même temps on voit que bien évidemment ils n'auraient jamais pu continuer ensemble aussi bien sur le plan artistique que sur le plan personnel. Donc il faut se sortir là aussi cette image d'Épinal là de la tête avec des explications trop faciles. Ce n'est pas la rupture amoureuse en tant que telle qui a précipité Camille après dans le désastre que nous déplorons tous. Je veux dire, c'est vraiment un faisceau de causes où il faut diversifier tout ça, tout en sachant aussi que par rapport à cette rupture, on le voit que Rodin lui reste fidèle comme il a pu l'être, c'est-à-dire en se préoccupant de ce sang matériel, en payant justement lui, le praticien qui va travailler sur le Persée et la Gorgone. C'est des éléments très importants à savoir pour continuer en fait à l'aider dans la réalisation de ses œuvres, tout en prenant des subterfuges invraisemblables pour que surtout ça ne se sache pas, parce que Camille n'aurait jamais accepté de l'argent venant de sa part, et donc il a fait tout un ensemble de subterfuges pour quand même l'aider à réaliser son œuvre, tout en le faisant littéralement en secret. D'autres éléments qui ont pesé très très fort sur la trajectoire de Camille, c'est effectivement ce qui a pu alimenter le délire de persécution qui est clos dans différentes étapes et que j'aurai pas le temps là pour pas être trop long à restituer dans la dimension chronologique. C'est la situation extrêmement compliquée pour une femme artiste à l'époque. Demain, Marie-Jo Bonnet va aussi nous parler de cette question extrêmement centrale sur qu'est-ce que c'est être artiste femme, qu'est-ce que c'est artiste femme sculpteur à ce moment-là de l'histoire, où il y a eu toute une démarche en fait des critiques d'art qui à la fois ont reconnu son talent mais qui en même temps l'ont stigmatisé comme étant exclusivement émule de Rodin, ce qui était quelque chose de totalement inacceptable pour Camille, parce qu'elle était déjà Camille Claudel avant de le rencontrer. Bien sûr, la rencontre entre deux génies de cette puissance créatrice-là a fait des étincelles dans l'œuvre de chacun, mais le fait de systématiquement se voir rabattu élève et seul élève de Rodin, soi-disant ayant contracté une dette artistique auprès de lui, c'était là aussi quelque chose de totalement calomnieux pour elle, et elle l'a très mal accepté. Et il faut reconnaître aussi qu'en plus de ce délire de persécution qui après a précipité sa chute, il y a eu réellement une exploitation de ses idées par d'autres sculpteurs. Donc il y a constamment un chevauchement entre la réalité d'une part, les difficultés matérielles, les facteurs bien sûr d'événements de vie, rupture amoureuse et ainsi de suite, et après l'aspect purement psychologique. Alors, pour conclure, parce qu'on a encore tout un ensemble de discussions passionnantes à avoir, il faut le signaler que pour tous ceux qui veulent prolonger ce travail sur ce rôle et ces dimensions psychologiques dans la vie de Camille Claudel, il faut souligner donc la découverte récente de son dossier médical à Villévrard, que Françoise Cloarec a longuement commenté. Il y a donc la CEREP, donc une société qui est spécifiquement destinée à un travail historique donc sur les dossiers médicaux. On dispose donc aujourd'hui des certificats rédigés par les médecins traitants et des notes d'observation des infirmières et des veilleuses sur le temps de l'internement à Villévrard, et par la suite également le dossier médical à Mondevergue, pour à la fois se rendre compte de la situation de Camille qui n'était pas uniquement victime
Je crois que c'est important aussi de le dire. C'était pas parce que là aussi il y a beaucoup d'on-dit et beaucoup d'histoires un peu faciles. Ce n'était pas une victime de sa famille. C'est important de le souligner. Certes, au niveau des aides à apporter, il aurait pu y avoir plus ou différemment, mais on ne peut pas dire qu'elle a été ostracisée et qu'elle était en pleine possession de ses capacités. Il faut quand même reconnaître ça. Ça ne ternit pas du tout son œuvre. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a eu une souffrance extrêmement importante que l'œuvre en soit ternie. Il faut être vraiment très réaliste par rapport à cela et avoir une vision la plus nuancée possible pour finalement à la fois pouvoir regarder son œuvre, sa trajectoire, sa souffrance et la réalisation artistique qui est parmi les plus lumineuses qui nous soit donnée à admirer dans l'art. Je conclus là-dessus pour ne pas être trop long. Merci Silke. Je crois que Silke a bien fait le point sur tous les clichés qui sont véhiculés sur Camille Claudel à travers beaucoup de médias comme le roman, le cinéma, et qui en même temps repositionnent le rapport de Camille Claudel à la folie dans une perspective à la fois de la création et de l'empêchement de la création et de toutes les raisons multifactorielles qui l'ont amené à cet état. Alors, pour suivre, Daniel Arnoux va nous donner un exemple précis de l'échec d'une commande qui est proposée à Camille Claudel et qui se trouve au moment où, juste avant la bascule, on pourrait dire, Camille Claudel va être confrontée à une difficulté extérieure et intérieure. Daniel. Merci. Oui, voilà, je prends le relais de l'exposé de Silke et en quelque sorte, je vais mettre un zoom. Vous entendez bien? Oui. Oui. Peut-être mettre le micro droit. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Je vais mettre une sorte de zoom sur cette période de 1905. Dans l'exposition qui est ici, sculpture au féminin autour de Camille Claudel, on peut voir 12 œuvres de Camille Claudel. Les bronzes anciens de cette exposition sont presque tous des fontes Blot. Et il est extrêmement émouvant d'évoquer qu'il y eut de même exactement 12 sculptures dans la plus importante exposition d'œuvres de Camille Claudel exposée de son vivant. Et c'était précisément à la galerie Eugène Blot, cette année-là, cette année que je considère, là, et c'était du 4 au 16 décembre 1905. Ça fait donc 104 ans. Et dans cette exposition, on y voyait exactement l'implorante qui figure ici, qui fait la couverture du catalogue, et qui venait d'être éditée par Eugène Blot, qui était à la fois galeriste et fondeur. Et Blot était très fier et il pensait même qu'il la lui avait achetée avec la fortune le premier jour de leur rencontre vers 1900, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais peu importe. Entre Eugène Blot et Camille Claudel, il s'instaure d'emblée un échange spirituel. Camille Claudel lui accorde beaucoup de confiance, une confiance qu'elle ne fait à personne d'autre, et elle le presse sans cesse de demandes. Et avec lui, elle adopte un style particulier, un style très tonique, qui est plein d'humour, d'autodérision, d'ironie pétillante. Et il reçoit d'elle des lettres un peu surexcitées, mais qui sont un vrai bijou de littérature. Et il édite donc La Fortune, et c'est comme une espèce de joke entre eux, parce que cette fortune représente ce qui échappe sans cesse à l'artiste. Et lui en fait la réclame de sa vitrine. Et il lui écrit à Mondevergue, il est la seule personne avec qui elle n'aura jamais tout à fait rompu le lien. 30 ans plus tard, une lettre qui témoigne encore de son admiration, de son respect. Il était très fier de se considérer comme son ami. On ne sait pas si elle a lu cette lettre, puisque à ce moment-là, elle n'avait pas l'autorisation de recevoir des lettres de correspondants qui étaient étrangers à sa famille. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle lui a écrit elle-même, à lui,
lorsqu'elle a appris que des sculptures d'elle avaient été exposées dans une rétrospective de ses œuvres dans le Salon des femmes artistes. C'était en 1934. Et l'article élogieux de ce moment-là avait été écrit par le même critique qui avait préfacé le catalogue Blot en 1905. Blot a été présenté à Camille Claudel par Gustave Geffroy, qui était un ami commun. Et elle va lui en être très reconnaissante, puisque Blot lui a été d'un grand secours, elle sait le reconnaître. Et Gustave Geffroy est un personnage tout à fait important dans l'affaire dont je vais vous parler là. Geffroy comptait sur Blot pour persuader l'artiste de réaliser ce fameux monument à Auguste Blanqui dont je vais vous parler. Elle le connaît depuis longtemps, c'est un écrivain, un critique d'art. C'est quelqu'un qui était de l'entourage de Rodin et dès le début, dès 1895, c'était pas tout à fait le début, il avait pris la défense du Sakuntala qui avait été décrié à Châteauroux. C'est un acheteur aussi, il a acheté les causeuses. En 1908, c'est quelqu'un qui va être directeur de la manufacture des Gobelins. Donc c'est quelqu'un d'assez influent. Mais en 1905, ce qui le met là dans le rapport avec Camille Claudel, c'est qu'il vient d'écrire la biographie du révolutionnaire Auguste Blanqui. Et la ville de Puget-Théniers, qui est une petite ville des Alpes-Maritimes, s'apprête à commémorer le centenaire de la naissance d'Auguste Blanqui. Et Geffroy propose la commande à Camille Claudel. Alors voilà, je vais développer d'abord quelques éléments de ce contexte, de ce qui se passe pour Camille Claudel au moment où cette demande lui est faite, autour de 1905 et ce qui s'est passé pour elle depuis 1900. Alors, Silke l'a dit déjà, le milieu de la sculpture était plutôt dur aux femmes. Camille Claudel a déjà réalisé des œuvres de commande. Elle travaillait comme les sculpteurs de son époque, mais les commandes qu'elle avait réalisées étaient essentiellement pour des amateurs ou pour des mécènes, notamment la famille Rothschild, qui achetait des œuvres pour en faire don au musée, ou bien Léon l'Hermite, ou bien la comtesse de Maigret. Il lui était plus difficile, étant une femme, d'obtenir des commandes publiques. Le Sakuntala a fait un scandale à Châteauroux. La valse, qui est une œuvre extrêmement sensuelle et donc trop osée à l'époque de la part d'une femme, ne va pas obtenir la commande d'un marbre malgré le soutien d'Armand Daillot. L'État ne fournissant le matériau que pour les commandes qu'il avait passées, la valse n'a jamais pu exister dans le marbre. L'âge mûr, dont le plâtre avait été d'abord acheté par l'État, n'aboutit pas à sa réalisation définitive en bronze. Or là, elle avait réussi une prouesse. L'inspecteur était venu d'abord pour lui commander un buste de Gaston d'Orléans et elle lui montre l'œuvre qu'elle a en cours dans l'atelier, qui est l'âge mûr, et elle le convainc de commander cette œuvre-là. Et l'œuvre sera achetée effectivement par l'État en plâtre, mais la réalisation du bronze n'a pas lieu. Et s'il y a des œuvres qui finalement, tout à la fin, en effet, seront commandées à Camille Claudel par l'État, elle signe la fin, ça sera Niobe de Blessé et l'abandon. L'abandon qui est dans l'exposition, le petit bronze. Mais ça, c'est après l'année qui nous occupe, c'est en 1906 et 1907. Mais en 1905, elle est dans une situation matérielle tout à fait désastreuse. Silke nous a parlé de la réalisation du Persée et la Gorgone. Il était destiné à la comtesse de Maigret. Probablement, cette dame avait financé l'achat du marbre, mais comme Camille Claudel a recours au praticien François Pompon, elle doit le payer et le coût de ce qu'elle doit payer au praticien, qui coûte à l'époque 9 000 francs, est exactement le prix que le Persée et la Gorgone lui est payé. Or, elle a déjà dépensé 4 000 francs pour réaliser le plâtre.
Donc, dans ces conditions, la situation était absolument infernale. Elle ne pouvait pas pratiquer dans de telles conditions. Et Maurice Potcher s'était absolument indigné de cette situation qui lui arrivait là avec le Percé. Et il avait tiré une sonnette d'alarme précisément auprès de Geffroy, qui est donc tout à fait au courant de la situation. Petite parenthèse au passage, il s'agit du même Percé qui vient d'être acheté tout récemment, 950 000 €, 100 ans après, comme œuvre d'intérêt patrimonial majeur par le musée de Nogent-sur-Seine et avec la contribution de 17 mécènes pour 768 000 €. Donc ce Percé l'a mise dans une situation financière tout à fait critique, même si, en effet, en cachette, Rodin a payé une partie des honoraires de François Pompon. Elle a dessaisi d'huissier plusieurs fois, elle n'a presque plus de meubles chez elle. Il y a un des huissiers dont on ne sait pas si c'est son vrai nom ou si c'est un surnom claudélien, mais elle en parle souvent à Blot, il s'appelle Adonis Pruneau, qui va venir la saisir. Et elle dit à un moment que s'il revient, il n'aura plus qu'à prendre l'artiste puisqu'elle est seule à rester dans son atelier. Il y a aussi un banquier qui intervient, mandaté par Rodin, en cachette. Elle fait appel à Blot pour solder d'urgence des dettes. Ses parents sont intervenus à plusieurs reprises. Certainement, ils interviennent entre 1901 et 1904, mais en 1905, ils refusent ou bien ils ne parviennent plus à éponger la situation. Elle écrit à Geffroy en février qu'à la suite de discussions de famille, elle est dans une situation tout à fait désespérée. Alors évidemment, Camille Claudel, c'est un autre trait de la difficulté du contexte. Elle n'a pas un caractère très facile. Elle a claqué la porte à la Société nationale des beaux-arts parce qu'elle était mécontente du sort qui lui avait été fait, de la façon dont on avait placé ses œuvres en 1901 ou de ce qu'on avait accepté ou refusé. Elle a retiré le Percé, ensuite elle veut le remettre. Elle est partie de la société, elle veut la réintégrer. Elle veut, elle ne veut pas. Et à partir du moment où Rodin n'exerce plus sur elle sa protection de façon évidente, elle dit alors que c'est qu'il lui fait la guerre. Et ce qui se passe aussi en 1905, et ce n'est pas une des moindres difficultés, c'est qu'elle est malade. Elle souffre, dit-elle, d'une bronchite laryngite qui l'a fait souffler, cracher, tousser, émettre des roquements convulsifs. Ce n'est pas la grippe actuelle. Hein. Elle déclare être très souffrante et en fait, il n'est pas exclu qu'il s'agisse là d'une affection respiratoire assez grave qui peut tout à fait être due aux particules de plâtre et de marbre qu'elle inhale. Parce qu'elle travaille sur le marbre, donc en le polissant toute seule là, depuis plusieurs années, sans masque de protection, et elle dort dans l'atelier. Et cette fois, le coup est sérieux. Hein, si c'est celui de sa santé. Et si tel est le cas, voilà encore une idée délirante selon laquelle elle est empoisonnée, qui n'est pas sans comporter une sérieuse part de réalité. Le marbre qu'elle est en train de réaliser à ce moment-là, c'est le Vertumne Epomone, celui qui donc va devenir ensuite dans le bronze l'abandon, qui est dans l'exposition. Ça fait plusieurs années qu'elle y est, parce qu'on voit une photo en 1903 où elle est déjà en train de le polir. Et dans cette même période, elle fait venir l'inspecteur des Beaux-Arts en lui disant de venir voir ce marbre pour qu'il lui fasse une commande d'État. Et le jour où il vient, elle va lui dire « Ah oui, mais par hasard, entre-temps, entre le moment où elle lui a demandé de venir et le jour où il vient, eh ben justement, elle a trouvé un amateur. » Donc voilà, le marbre est vendu, elle ne pourra pas le donner à l'État, mais puisqu'il est là, il pourrait bien en profiter pour s'occuper de nouveau de cet âge mûr là qui reste en suspens, qui reste en travers. Alors évidemment, il se peut bien que c'était une manœuvre de sa part. Probablement que le marbre était déjà promis à la comtesse de Maigret depuis longtemps et qu'elle avait financé l'achat du matériau. Mais on voit que cette affaire de l'âge mûr, ce n'est pas du tout quelque chose dont elle a pu tourner la page. Ça reste actif et elle le réactive à ce moment-là. Et ce qu'elle réactive, c'est l'échec humiliant
de s'entendre dire que non, l'État n'a jamais commandé le bronze et ne veut toujours pas le lui commander. Et elle est dans l'urgence de devoir exposer son marbre au prochain salon. Donc elle est en plein travail. Au moment précis où Geffroy vient vers elle pour lui proposer de réaliser ce monument à Auguste Blanqui. Donc dans ce contexte, une crise décisive va se jouer. Et l'histoire de cet épisode se construit à travers ses lettres. Elle écrit à Geffroy 7 lettres qui concernent ce projet au début de l'année 1905 jusqu'au mois de mai. Ensuite, et donc pendant toutes ces lettres, pendant toute cette période, la question se pose, est-ce qu'elle le fera ou est-ce qu'elle ne le fera pas? Et ensuite, elle va renoncer à son projet et elle n'écrira plus à Geffroy, elle n'écrira plus qu'à Blot. Alors d'abord, la première période où elle ne sait pas si elle va accepter, mais elle dit plutôt « j'accepte ». Elle hésite un peu, mais elle se montre intéressée. Elle lit la biographie de Blanqui, l'insurgé, qui est quelqu'un qui a passé 40 ans en prison pour ses idées et tentatives d'insurrection. Elle ne sait pas, elle, qu'elle passera 30 ans. C'est un héros sombre, endeuillé, solitaire, trahi par ses amis, et néanmoins un théoricien charismatique qui a été célébré avec une très grande ferveur au lendemain de sa mort. Elle fait de sa lecture des commentaires assez pittoresques, du style « Le caractère de Madame Blanqui a bien des ressemblances avec des mères que je connais ». Et elle repère en Blanqui le poète, qui est beaucoup moins connu que l'homme politique. Le texte de Geffroy est un texte assez fleuri et un peu confus, mais il lui inspire des réflexions métaphysiques assez pertinentes, où elle tente de se rapprocher, elle, de se révolter. On dirait en même temps que parlant de lui, c'est d'elle qu'elle parle. Et c'est au moment où elle dit qu'elle va accepter le projet et des idées de sculpture lui viennent. Donc elle va dire à travers Blanqui, sans le savoir, ce qui entrave son projet, ce qui va l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Et voilà ce qu'elle dit de lui. Il ne sait pas contre quoi il se révolte, mais il se sent dans le faux, dans un monde plongé dans l'erreur, et il lutte continuellement, sans savoir pourtant où est le vrai. Sa philosophie, ses réflexions sur le christianisme et les secrètes destinées de l'âme humaine se rapprochent de ce que je pense par bien des points. La grande lutte, mais dans une brume trop épaisse. Il se débat en vain. Il succombe. Le temps n'est pas encore venu de la lumière. Et dans cette même lettre où elle dit « J'accepte le monument Blanqui, j'accepte de faire le monument de Blanqui », elle explique ce qu'elle imagine comme monument. Un arrangement adossé. Le texte de Geffroy décrit en détail la terrible prison du Mont Saint-Michel et il décrit l'architecture du mont et de la prison comme une sculpture, comme un ajouré de dentelle en pierre. Et donc elle trouve que ça ferait un beau motif et elle verrait l'apparition d'Amélie Suzanne, la femme morte dont rêve le prisonnier. Elle dit qu'elle veut le faire en pierre et que ce n'est pas trop de demander 20 000 francs pour le faire en pierre. Bon, 20 000 francs, c'est tout à fait irréaliste. Je vous donnerai après une échelle. Elle écarte l'idée de faire une ronde bosse. Elle dit qu'il ressemblerait à un calvaire avec une pyramide et un buste et une figure qui pleure en bas. Elle dit ça c'est trop fait. Sauf que ça c'est trop fait pour des monuments funéraires. Donc elle a l'idée d'un monument funéraire. Et l'idée qu'elle propose n'est pas extrêmement originale. C'est un moment où la créativité est plutôt en panne. Les bustes de commande qu'elle a réalisés jusque-là étaient ceux de personnes vivantes. Elle n'a peut-être rien à inventer pour la mémoire de Blanqui. Et en tout cas, ce dont elle rêve là, au niveau de le faire en pierre, de le faire très monumental, c'est quelque chose d'un peu trop grandiose, hors d'accès. Et donc les hauts et les bas vont alterner, espoir et découragement. Et dès la lettre suivante, le ton change. Alors elle tergiverse, elle mélange divers empêchements. Sa maladie est de plus en plus préoccupante, et ça c'est certain. Elle ne veut pas entreprendre le voyage à Puget-Théniers avant le salon. Et la persécution se manifeste. Elle accuse Rodin qui veut lui subtiliser la commande. Et dans toutes ses lettres, Rodin s'appelle Sieur Lafouine.
Elle dit à Geoffroy, il se sert de vous. Et elle réclame plein d'argent pour faire ce monument. Il faudrait d'abord qu'on lui paye ses dettes, qu'on lui paye une valise, qu'elle s'habille. Elle n'est pas du tout en mesure de voyager dans la situation où elle est. Et comme Geoffroy ne répond pas assez vite, elle craint de ne plus entendre parler de la commande et elle lui dit alors « Je suis à bout de force. Mon atelier est plein d'œuvres intéressantes qu'on n'a pas voulu m'acheter et il me faut encore entreprendre une œuvre nouvelle, difficile, pénible. Je ne sais si j'en aurai le courage. »